C'est avec le même plaisir de vous servir que je vous retrouve à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici en titre l'essentiel des informations qui meubleront cette édition. À la faveur du second gouvernement, le chef de l'État a fusionné le ministère du Tourisme et de la Culture à celui des Sports. Quels sentiments animent les acteurs culturels? Vous suivrez une analyse des conséquences éventuelles de cette fusion dans cette édition. Nous irons du côté de Bonn, en Allemagne, avec Antoinette Sagbo pour évoquer la rencontre des maires ce lundi dans le cadre de la Convention des maires. Le président soudanais Omar El-Béchi est arrivé en Ouganda ce lundi pour une visite de 2 jours, sa deuxième visite dans le pays depuis la réélection du président Yoweri Museveni en 2015. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La joie des artistes d'avoir un département ministériel uniquement dédié à eux, à l'avènement du régime de la rupture, a été de courte durée. À la faveur du second gouvernement, le chef de l'État a fusionné le ministère de la Culture et du Tourisme à celui des Sports. Un retour en arrière, selon certains observateurs, qui laisse des sentiments mitigés au sein du monde culturel et touristique. Frégis Serroulan, Romaric Devauchy pour cette analyse. Du premier remaniement ministériel de Patrice Talon opéré le 27 octobre 2017, c'est Oswald Omeki qui en a gardé le plus beau sourire. En plus de son ancien portefeuille des sports, il s'est vu confier celui de la culture et du tourisme. C'est un véritable challenge pour le nouveau ministre. Un défi que l'homme entend relever. C'est d'ailleurs ici, à la Fondation Zinsou, qui fait la promotion de l'art contemporain africain, que le désormais ministre de la Culture a effectué sa première visite officielle le 4 novembre à l'occasion d'une exposition. Une démarche qui rassure. Il est venu et il est resté avec nous vraiment longtemps. Il a discuté, il a parlé et du coup on a été très rassurés par le fait qu'il prenne le temps de venir, qu'il écoute, qu'il dialogue, qu'il parle des enjeux culturels du pays. Ça nous a donné confiance dans son action. Et très tôt, un changement est noté comparativement à l'ancienne administration. Il y avait un ministre de la Culture qui n'est jamais venu, en tout cas chez nous. Et comme la plupart des acteurs culturels, je ne peux pas dire que son passage au ministère de la Culture ait marqué les esprits, parce que je ne peux pas vous citer de tête une seule action qu'il aurait faite. Il ne se passait rien. Donc le nouveau ministre, effectivement, reçoit un double ministère, qui est quasiment un quadruple ministère. Et du coup, la première action qu'il fait, c'est de venir parler, de venir dire, voilà, j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre comment je vous accompagne. Alors forcément, si vous voulez, pour nous, ça fait une différence radicale. Donc évidemment, c'est toujours mieux quand un ministre peut se consacrer pleinement à la culture ou au tourisme. Mais en l'occurrence, dans notre cas, il faut bien admettre que pour l'instant, les effets sont positifs. Du côté du tourisme, on croit aussi au talent du jeune super ministre. Tout sera dans la mise en œuvre. Tout est question d'organisation. Et si tout se fait dans l'organisation, tout s'organise très bien, ça va pouvoir se faire normalement. Et puis c'est des hommes qui travaillent, c'est pas le ministre à lui seul qui travaille. Les cadres sont là, les départements sont là, les directions sont là. Ça devrait pouvoir aller normalement. Et l'homme en lui-même a déjà fait quelque peu ses preuves. Il est jeune comme nous, il est dynamique, il a montré combien de fois il avait envie de réussir, il y a la fougue de la jeunesse qui est en lui. Et moi, je veux bien lui faire confiance. Mais cet énième jumelage de ces différents départements n'est pas du goût de tout le monde. Pour moi, ce n'est pas très évident qu'on puisse réussir à faire émerger dans ce type de jumelage la culture, le tourisme et en même temps le sport. En unité de valeur, c'était déjà compliqué. Monsieur Oswald Omeki est-il déjà parvenu à régler tous les problèmes qui sont liés au secteur des sports avant qu'on ne lui donne la nouvelle charge des arts? Et en plus des arts et culture, on lui dit qu'avec tout ça, il y a le tourisme. Ça ressemble à un piège pour lui et pour nous les artistes. Ça ressemble encore à un piège pour même les acteurs sportifs. Et pour moi, c'est que la conséquence tout de suite, c'est que ce monsieur veuille régler tous les problèmes. Il est assez dynamique, qu'il veuille régler tous les problèmes et qu'au final, qu'il ne puisse pas en résoudre un seul. Du coup, les propositions ne manquent pas. Qu'on accorde autant d'importance aussi bien au sport qu'au tourisme et à la culture. Il est évident que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible.
pour que véritablement le Bénin puisse briller au-delà des frontières, notre tourisme puisse véritablement faire parler de lui. Qu'il oublie toute l'euphorie de la promotion, qu'il s'asseye, qu'il définisse un cahier de charges. Et pour moi, un cahier de charges répond à des questions de quels sont les problèmes qui s'imposent à nous, je les règle, et quelles sont les nouveautés que j'ai envie d'impliquer pour que demain, on puisse dire telle personne a amené une telle valeur. Tous les sujets sont urgents. J'ai envie de dire, le patrimoine, c'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent parce que c'est ce qui se détruit, c'est ce qui disparaît. Le patrimoine, une fois qu'il aura disparu, qu'est-ce qu'on va garder de notre histoire ? Les hauts fonctionnaires de l'Union africaine sont en réunion depuis ce lundi 13 novembre à Cotonou dans le cadre de la 13e réunion des communautés économiques régionales, mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur la paix et la sécurité. Les travaux de cette réunion qui s'est achevée ce mardi 14 novembre ont été lancés ce lundi par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Retour sur l'ouverture de la dite réunion avec Roland Laurent, Tony Ikes et Denis Marouya. La 13e réunion des hauts fonctionnaires de l'Union africaine et des communautés économiques régionales, mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur la paix et la sécurité est officiellement ouverte ce lundi par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération Hervé Diopé, représentant du ministre Aurélien Agbenonsi. Selon Admo Kambouzi, directeur du département de la paix et sécurité de l'Union africaine, cette rencontre permettra de faire le point des progrès réalisés et de discuter des questions transversales. Il a par ailleurs ajouté que les Africains devront assumer leurs responsabilités dans le processus de recherche de la paix. Dieudonné Nikiema, directeur du Fonds pour la paix de la CEDEAO, revient sur le bien fondé de cette réunion. Cette rencontre est une opportunité originale pour nous, fils et filles d'Afrique, de nous retrouver pour discuter et échanger des expériences sur les questions stratégiques et opérationnelles liées à la promotion de la paix et de la sécurité sur notre continent. Ensuite, de tirer les leçons d'enseignement, de nous projeter dans le futur et de mutualiser nos efforts communs et concertés dans le cadre de la mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, APSA. Nous devrions plus que jamais conjuguer nos efforts à tous les niveaux, serrer nos rangs et avancer d'un même pas, en prenant en compte toutes les dimensions du cycle des conflits, prévention, gestion, règlement, résolution, stabilisation et consolidation, de même que la reconstruction post-conflit. Cela requiert une coordination et un partenariat renforcé, tant les défis qui se posent à l'Afrique sont grands. La tenue de cette réunion témoigne de l'engagement de la Commission de l'Union africaine en faveur de la promotion de la paix sur le continent africain et de sa détermination de s'acquitter des responsabilités qui sont les siennes. La rencontre se tient notamment dans un contexte sécuritaire particulier, marqué par la persistance de la menace et des attaques terroristes. Plusieurs communications sont prévues pour la réunion, parmi lesquelles la thématique de la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Il incombe aux experts réunis ici d'analyser les succès et les lacunes de la mise en œuvre des différentes composantes de l'architecture africaine de paix et de sécurité, afin d'y insuffler la dynamique, en particulier en ce qui concerne les composantes qui marquent le pas. Nous attendons avec intérêt que l'Afrique réalise davantage de succès en ce qui concerne la force africaine en attente, qui doit être en mesure d'être déployée très rapidement. Nous attendons également avec intérêt que plus de succès soit accompli en ce qui concerne la revitalisation du Fonds de la paix de l'Union africaine, qui est indispensable pour le fonctionnement efficace de la force africaine en attente. Cette réunion de 2 jours des hauts fonctionnaires de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur la paix et la sécurité se tient en prélude au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 29 novembre prochain. Allons du côté de l'Okossa pour retrouver Jonas Bouchi qui évoque une réalité en milieu scolaire que prévoient les tests en matière de sécurité alimentaire dans les établissements scolaires et qu'est-ce qui se fait en réalité pour assurer la qualité des repas que consomment les enfants dans les écoles. C'est le point qu'aborde à présent Jonas Bouchi dans ce reportage intitulé « Sécurité alimentaire en milieu scolaire ». Suivons. Il y a d'abord une instruction du ministère qui demande chaque année que les vendeuses aillent aux soins, faire des visites
des examens médicaux. Un certificat de visite médicale, c'est la seule condition imposée aux bonnes dames qui voudront vendre à manger aux élèves dans les établissements scolaires. Un certificat dont la délivrance est laissée aux bons soins de ces femmes qui s'arrangent très souvent pour s'en procurer. Et lorsque les agents d'hygiène décident de subordonner la délivrance de ces certificats médicaux à la visite des vendeuses dans leurs écoles, seules les plus chanceuses les accueillent une fois l'an. C'est les services d'hygiène qui viennent de la maison et font le contrôle au début de chaque année. Et c'est ce service d'hygiène-là qui donne le OK à ces bonnes dames-là qui vendent à nos enfants dans l'établissement. Juste là, ce que nous avons eu comme périodicité, c'est une fois comme ça, l'an. Ça n'a pas été répété 2 fois depuis que je suis là. Il y a 2 ans de cela, il y a les agents d'hygiène qui sont arrivés nous voir. Ils nous ont visités, comme ils ont vu les cuillères sur le feu, ils ont dit de continuer comme ça. Vous l'avez bien entendu, la dernière visite des agents d'hygiène aux vendeuses du CG1 Lokossa remonte à 2 ans, ce qui fait dire au surveillant général de ce collège qu'il n'y a pas en réalité un contrôle de la qualité des repas servis aux élèves. En réalité, on n'a pas un service de contrôle d'hygiène. Parce que ce contrôle-là, ce service devait être fourni par soit la mairie ou l'hôpital de zone qui délivre à ces bonnes dames-là les certificats médicaux de aptes à vendre comme inaptes à ne pas vendre. Ça veut dire que en retour plutôt, ils doivent venir ici contrôler est-ce que ceux qui sont en train de vendre vendent dans de bonnes conditions. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Comment peut-on se fier à la bonne volonté des vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires pour assurer une bonne qualité des repas servis aux élèves, alors qu'on sait bien que la cupidité ne laissera jamais place à la pitié dans le cœur de ces commerçantes de nourriture pour qu'elles se préoccupent de la santé des enfants? Restons à Lokossa pour répondre à cette question que pose Jonas Boshi. Que mangent nos enfants à l'école pendant la récréation? La question préoccupe moins parents et enseignants face aux charges et autres problèmes de l'éducation qui paraissent plus urgents et sécurité alimentaire en milieu scolaire. Suite et fin avec Jonas Boshi. Conscient du laisser-aller au niveau des vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires, chaque administration s'organise à sa manière pour rappeler à l'ordre les vendeuses de repas de qualité douteuse. Et c'est quand le degré de faim des élèves n'emporte pas sur l'imprudence qui leur fait avaler tout ce qui leur est servi comme repas, qu'ils se donnent le temps d'examiner avec soin les nourritures. Quand les apprenants vont acheter et qu'ils constatent des anomalies, ils viennent nous les signaler. Nous prenons ces repas-là, nous les gardons et nous interpellons les responsables des vendeuses. Ils viennent ici, on les présente, on leur dit voilà le mets que vous avez servi aujourd'hui. Voilà ce qu'on a constaté. Nous, on ne veut plus voir ça. Et très souvent, les découvertes dans les repas servis aux élèves confirment le doute de la qualité et même de l'origine des nourritures vendues dans les établissements scolaires. L'année passée, il y a un élève qui a vu de l'os dans du pâté. Ils sont partis se plaindre à la surveillance. Mais la vendeuse, le surveillant l'a appelé, ils ont traité ça là-bas. Quand les membres de l'administration scolaire veillent faire le contrôle avant que les repas ne soient servis aux élèves pendant la récréation, ils se contentent seulement d'une simple observation des repas. Contrôle pointu au plan hygiénique, on ne peut pas vous dire ça parce que là, il faut des spécialistes. Nous le faisons à l'œil nu. Et c'est à l'œil nu que nous disons que c'est bien fait. Or, si les spécialistes venaient sur le terrain, je pense qu'avec leur méthode, ils pourront nous dire que tel mets, avec tel produit, tel mets, il y a trop de concentration de tel produit. Mais nous, alors, on voit à l'œil nu, on se dit qu'apparemment c'est bon. Et si apparemment c'est bon, nous, on ne peut que donner le feu vert à nos apprenants pour consommer.
Un contrôle par simple observation avec des gens qui ne s'y connaissent pas en nutrition, c'est pour certifier une qualité apparente des repas servis aux élèves dans les établissements scolaires. Allons à présent du côté de Bonn en Allemagne pour évoquer la rencontre des maires ce lundi dans le cadre de la Convention des maires. Présents à cette rencontre, deux maires venus du Bénin, Luc Atropo et Charlemagne Ronfort, maire de Semekoudi. Cette séance a permis aux maires de présenter les actions menées dans leurs différentes localités, surtout en termes de sensibilisation des populations aux effets néfastes des changements climatiques et les dispositions d'adaptation prises. L'accent a été mis sur la promotion de l'énergie renouvelable où, par exemple, le Maroc pilote un projet qui permet de doter des bâtiments d'énergie renouvelable. Toujours à Bonn, en Allemagne, s'est tenue ce mardi la conférence ministérielle africaine sur l'environnement en préparation à la COP23 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette rencontre a pour objectif principal de permettre au groupe de négociateurs africains GNA sur les changements climatiques de tenir les ministres au courant de l'état d'avancement des négociations et de les aider à collaborer efficacement avec leurs homologues des autres régions du monde lors du segment de haut niveau des négociations prévues pour le 15 novembre 2017. Cette rencontre devrait permettre enfin de fournir une plateforme en vue commune africaine afin de faire avancer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Toujours à Bonn, pour réduire l'utilisation du charbon à ce rendez-vous historique sur le climat en Allemagne à la COP23, le Bénin n'est pas resté en marge de l'atelier d'exposition des innovations à Bonn Zone où sont exposés les fruits de recherche. Sur le stand du Bénin, nous avons le barbecue à gaz, un appareil qui permet de réduire l'exploitation du charbon à bois afin de lutter contre la déforestation. Plus d'explications dans ce extrait de Clément Cotan, directeur de l'unité de protection de l'environnement, reçu par Antoinette Sagbo. Vous avez ici un barbecue que nous appelons COP23 qui sert à griller la viande, les poissons et autres. Et pourquoi ça? Juste pour diminuer un tant soit peu l'utilisation du charbon et du bois de feu. Nous venons juste à la COP pour montrer ces problèmes et montrer que le Bénin, pour mieux cerner tous les effets néfastes de la déforestation, a des innovations. Et c'est nos innovations, ça fait partie de nos innovations. Vous savez, la première matière première ici, c'est la carrosserie d'un véhicule en fin de vie. Quand nos voitures sont complètement moralisées, on les voit dans les casses, nous récupérons la carrosserie du véhicule. Et c'est ça qui fait ceci. Au niveau, après ça, vous verrez à l'intérieur du barbecue, vous verrez la sortie de flamme. Là aussi, c'est des fers qu'on retrouve dans les décharges que nous récupérons aussi et que nous travaillons. Donc, du coup, nous faisons de la valorisation pour la fin de vie de nos véhicules. Les autres modèles des fourneaux que nous faisons, la plupart sont accessibles aux populations et vous le savez mieux que moi. Quand je prends l'exemple des restauratrices, les maquis que nous avons au Bénin, les maquis étaient au départ à près de 20 sacs de charbon par mois. Aujourd'hui, grâce à nos fourneaux à gaz, ces maquis sont à 3 bouteilles de gaz par mois. À raison de 17 000 francs la bouteille de gaz, vous avez à peine 21 000, à côté de 8 000 francs le sac de charbon multiplié par 20. Donc, nous pensons que jusqu'à nouvel ordre, nos populations ont accès aux fourneaux et les utilisent.
Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi en présence des présidents sénégalais, maliens et rwandais ainsi que de la ministre française des Armées, Florence Parly. Le thème de cette édition porte sur des solutions intégrées pour faire face aux défis sécuritaires du continent africain. Des dirigeants africains ont appelé à aider leur État à assurer leur propre sécurité à l'ouverture de ce forum. Écoutons les extraits des discours de quelques chefs d'État présents à ce forum. La riposte militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire aux groupes terroristes. Les défis liés au terrorisme et à la criminalité organisée ne peuvent être durablement traités par la seule approche militaire et sécuritaire. Ces fléaux sont très souvent la manifestation des problèmes plus profonds, mêlant déficiences en termes de gouvernance, de marginalisation, des violations des droits de l'homme et de bien d'autres facteurs. Je ferai tout ce que je pourrai, jusqu'à mon dernier souffle, pour que mon pays ait des moyens de défense à hauteur de la menace qui lui est faite. Mais pas seul. Pas seul. Cette forfanterie, je ne l'ai pas. Je suis bien conscient de la modestie de nos moyens. Et je suis venu vous dire que cet engagement de la France est intact. La France n'abandonne pas ses partenaires et continuera à encourager et à aider toutes les actions positives pour la paix en Afrique. Je vous l'annonçais en titre, le président soudanais Omar El-Béchir est arrivé en Ouganda ce lundi pour une visite de 2 jours, sa deuxième visite dans le pays depuis la réélection du président Yoweri Museveni en 2015. Les deux présidents n'ont pas pris la parole ni répondu aux questions au cours d'une conférence de presse. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Des questions concernant la stabilité du Soudan du Sud ont été également évoquées, suivant les déclarations du ministre d'État ougandais des Affaires étrangères. Nous avons l'intention d'utiliser 2 méthodes. Il y a le processus de l'IGAD qui est également en cours, mais nous encourageons également le soutien et l'assistance individuelle ou unilatérale du président Museveni en tant qu'individu et du président Béchir en tant qu'individu, utilisant leur influence sur le Soudan du Sud, tous deux étant très proches et bien informés du président Salva Kiir. Cela importe maintenant, c'est qu'il y ait un processus de revitalisation, que la communauté internationale convienne qu'il est essentiel pour que le processus de paix progresse. Nous voulons donc insister sur le fait que la communauté internationale, les Nations Unies, fassent pression pour que ce processus aille de l'avant, non seulement pour le Soudan du Sud, mais aussi pour les millions de réfugiés qui fuient le pays. Ce qui est important, c'est le besoin actuel de créer un sentiment de confiance dans la communauté soudanaise du Soudan du Sud, un sentiment de sécurité parmi eux, afin que les gens puissent commencer à rentrer chez eux et arrêter de fuir le pays. À Douala, un jeune Camerounais a trouvé une idée originale pour débarrasser la ville des sachets plastiques. Il fabrique des pirogues avec des bouteilles en plastique recyclées. Intéressant, suivez ce reportage. Dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques sont omniprésents et envahissent les canalisations et les égouts. Pour y remédier, Ismaël a créé l'ONG Madiba et Nature. Avec d'autres bénévoles, il ramasse les vieilles bouteilles pour fabriquer des embarcations. Ici, il est question de cibler les drains dans la ville de Douala et de collecter toutes ces bouteilles comme vous voyez là. Nous allons les collecter et nous allons les valoriser. Avec 1000 bouteilles de 1 litre, Ismaël a mis au point une pirogue de 5 mètres de long, pouvant embarquer 3 personnes. Une idée originale dans cette région côtière où la pêche est au cœur de l'économie locale. Il y a un vrai manque en pirogue pour la pêche. Plein de jeunes aimeraient pêcher, mais l'accessibilité, ça coûte cher. Une pirogue en bois traditionnelle, c'est entre 100 000 francs et 500 000 francs. Alors, si on peut promouvoir et valoriser ces pirogues qui peuvent servir déjà pour les premières activités simples de pêche et encourager d'autres jeunes à entrer dans l'activité. Donc, c'est pour la pêche.
Le prix d'une pirogue recyclée est affiché à 150 €, soit le prix d'une petite pirogue en bois. Les pêcheurs de Kibri, au sud de Douala, trouvent le projet intéressant malgré quelques réticences. La pirogue que je vois là, la pirogue est bonne. Il manque seulement que ça doit être solide parce qu'il y a un moment, pirogue de vagues. S'il y a trop de vagues, ça ne peut pas aller à la mer. Ismaël a investi toutes ses économies pour relever ce défi, soit 1 500 €. Après les pêcheurs, il espère séduire les touristes pour utiliser les barques écologiques comme des kayaks. Une bonne innovation, mais cette pirogue ne me rassure pas. L'ancien vice-ministre sud-africain de l'Éducation, reconnu coupable d'avoir agressé plusieurs femmes dans une boîte de nuit, a été condamné lundi à payer une amende de 6 000 €. Et cette décision provoquant la colère de militants dans ce pays où les violences faites aux femmes sont un fléau. Suivez ce reportage. Ndouzi Manana, 33 ans, ancien vice-ministre sud-africain de l'Éducation, condamné à payer une amende de 6 000 € pour agression sur les femmes. Il avait démissionné du gouvernement après cet incident survenu le 6 août dernier au petit matin et qui avait été filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Il avait plaidé coupable devant un tribunal de Johannesburg et reconnu avoir frappé à coups de pied et de poing 3 femmes après qu'elles eurent affirmé qu'il était homosexuel. En annonçant la décision de justice lundi, le juge Ramzani Redi a sermonné l'ex-vice-ministre qui a conservé son poste de député du parti au pouvoir, estimant que son comportement violent n'était pas digne d'un personnage public et de son rang. The crime committed is very serious. The commission of the crime has changed the lives. Le crime commis est très grave. La perpétration de ces crimes a changé la vie des victimes d'une manière négative. Les victimes ont subi des blessures physiques. Elles se sentent humiliées, traumatisées et embarrassées. Manana est condamné à payer une amende de 100 000 rand ou à 12 mois de prison. Domestic Abuse Prevention and Training Perpetrator Program. Mr. Manana is sentenced to pay a fine of 100,000 rand or to undergo 12 months imprisonment. En plus de cela, Manana doit assister et compléter le programme de gestion de la colère offert par l'ADAPT et doit effectuer 500 heures de travaux d'intérêt général. In short, ADAPT. Mr. Manana is to complete 500 hours of community service. Cette décision de justice a provoqué une vague de réactions en Afrique du Sud. Les structures de défense des droits des femmes ont fustigé une décision inappropriée dans un pays où, selon les statistiques officielles, une femme sur 5 subit au moins une agression violente dans sa vie. Mais pendant ce temps, les partisans au pouvoir apportent leur soutien à l'ancien vice-ministre en foot. Manana a avoué qu'il a tort. Alors on le soutient et on devrait apprendre une leçon aussi. Un leader est celui qui admet quand il a tort. Le juge nous a déçus. Le juge a déçu le peuple sud-africain, mais nous espérons que dans l'autre cas semblable, la justice prévaudra. En Afrique du Sud, toutes les 8 heures, une femme meurt sous les coups d'un proche selon des statistiques récentes. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et à tantôt.